Deuxième conférence. On ne s'éloignera pas beaucoup de la météo. On va encore parler de eau. Gérer l'eau de pluie en milieu forestier. Deuxième conférencier, je le connais aussi parce que j'ai le privilège de siéger aussi à Cobaric comme administrateur. Ça fait que je connais M. Leblond. M. Raphaël Leblond, il est coordonnateur au développement des projets hydriques au Cobaric, qui est un organisme de bassin versant de la rivière Chaudière. Formé en France à la gestion et maîtrise de l'eau, Raphaël est coordonnateur au développement des projets au sein du Cobaric, l'organisme de bassin versant de la rivière Chaudière depuis plus de 20 ans. Il consacre sa carrière à améliorer la santé des cours d'eau et des milieux humides du Québec en alliant science, concertation et solutions concrètes sur le terrain. Je pense que c'est ce qu'on a besoin comme propriétaire. Expert en restauration des cours d'eau, il se distingue pour sa capacité à travailler avec les chercheurs, élus et producteurs et citoyens afin de concevoir des solutions durables qui redonnent vie aux rivières et renforcent la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Fait que je vous demande d'accueillir M. Raphaël Leblond. On va parler aujourd'hui de la gestion de l'eau en milieu forestier. On va commencer par pour qui, pourquoi et comment. Au Cobaric, on s'occupe de la gestion de l'eau, mais on s'occupe de la gestion de l'eau à large, pas juste de la gestion des eaux de pluie. On va parler du cadre législatif du secteur forestier. Ce sera une partie très très courte, je vous le promets. Ensuite, pour m'assurer qu'on parle des mêmes choses, je vais faire une introduction sur la gestion de l'eau, 101. On passera ensuite à comment on s'y prend au secteur forestier, et on finira sur le nerf de la guerre, l'argent, l'économie en tant que telle. Le Cobaric, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme de bassin versant, qui a été fondé en 1994. On s'occupe de la valorisation de la ressource eau sur le territoire de la rivière Chaudière. Donc ça part des lignes américaines au sud du lac Mégantic, on remonte jusqu'à Saint-Georges et on prend la direction de Lévis, son exutoire sur le fleuve. Donc on couvre quand même un gros territoire. Pour qui on le fait? Tous les humains, parce que mine de rien, l'eau est un facteur de vie, donc tout humain et même animal en est dépendant. Les services publics, les municipalités, les MRC, les ministères, les entreprises, parce que l'eau, ça peut rapporter, mais ça peut aussi coûter très cher. Pourquoi? Pour assurer une qualité d'eau, maintenant, et si possible aussi dans le futur, assurer une quantité d'eau. Je crois que cet été, on a tous vu que quand l'eau vient à manquer, ça pose pas mal de problèmes. Puis quand l'eau, il y en a trop, ça apporte aussi pas mal de problèmes. La santé publique, parce que des cours d'eau franchement dégradés vont jouer sur la santé humaine. La réduction des coûts, donc là on va penser à tout ce qui est infrastructure, ponceau, route, potabilisation de l'eau aussi. L'économie locale, la chasse, la pêche, le kayak, les magasins de chasse et pêche qui dépendent de cette activité, et l'environnement. Comment on s'y prend? On produit un plan directeur de l'eau. Donc c'est un premier document qui fait état des connaissances du territoire. De ces connaissances, on essaye de mettre en place une stratégie pour assurer la qualité et la quantité dans les années futures. Ça, c'est le document de base que le Cobaric produit. On passe aussi par l'éducation, la sensibilisation, la concertation, très importante pour nous, parce que on veut éviter les problématiques orphelines. On n'est pas forcément au courant de tout. On n'est pas dans les chaussures de monsieur et madame tout le monde. Donc d'écouter tout le monde, ça nous donne une bonne idée.
On ne dit pas qu'on fait plaisir à tout le monde, mais on a conscience de toutes les problématiques. Et sa mise en œuvre du plan directeur. Au niveau législatif, donc, tout à l'heure je vous disais qu'on allait faire une partie sur le cadre législatif forestier. Je ne suis pas un forestier. Parmi vous, je suis un intrus. J'ai aucune formation en foresterie. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne parlerai pas d'itinéraire technique. Je vous dirai pas comment faire votre travail. Et au niveau du cadre législatif, j'ai voulu m'y intéresser, surtout par rapport à la thématique de l'eau. Et je me suis aperçu, on en a abordé un petit peu tout à l'heure le sujet, c'est que il y a plusieurs paliers et il y a plusieurs textes réglementaires. Quand j'ai vu ça, je vous prendrai l'exemple pour les réglementations en secteur privé et la réglementation en secteur public. Pour un même sujet, on retrouve deux recommandations différentes. Donc si on est chanceux, il y en a juste un qui se trompe. Si on n'est pas chanceux, les deux se trompent. Mais dans les deux cas, il y en a un de trop. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle se fiche en fait des lois des humains, des lois administratives, des limites administratives, comme les lots, les limites municipales, les MRC, ou même les frontières internationales. L'eau, elle est sur le territoire, elle n'est pas répartie de la même façon. Vous allez avoir des territoires qui vont être recouverts de lacs, d'autres qui vont être plus avec des rivières, et certains vont avoir des propriétés sans milieu humide, sans lac, sans rivière. Donc, on part pas tous sur le même piédestal. Donc, l'eau devrait avoir un socle commun, en fait, pour la foresterie, qu'il n'y ait qu'un seul document sur lequel vous ayez à vous référer. Ça, c'est une recommandation, c'est une logique, en fait. L'eau ne se gère pas avec une vision humaine. Elle ne répond, en fait, qu'aux lois physiques. Donc, qu'on soit en territoire privé ou en territoire public, les lois physiques sont les mêmes. Ça permettrait aussi une meilleure coordination des efforts et surtout une efficacité accrue. Juste sur l'exemple que quand il y a un règlement à réviser, ou une loi, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Voilà. Petit cours 101 sur la gestion de l'eau. On vous parle souvent de bassin versant. Un bassin versant, c'est l'unité de travail pour la gestion de l'eau. On travaille par bassin versant ou sous bassin versant, donc des plus petits territoires ancrés dans le grand territoire. Quand on parle du bassin versant de la rivière Chaudière, c'est par rapport à son exutoire. Donc l'exutoire de la Chaudière étant à Lévis, on s'en va jusqu'à là-bas. Et des lignes américaines, comme je vous disais, jusqu'à Lévis, on a à peu près 7 ou 8 sous-bassins versants de niveau 2. Et dans ces sous-bassins versants-là, on peut en avoir plusieurs de niveau 3. Le cycle de l'eau au Québec est un peu spécifique parce qu'on a un changement d'état l'hiver. Donc, par exemple, la recharge des nappes en hiver se fera pas de la même façon qu'en automne ou en été ou au printemps. En haut du bassin versant, c'est ce qu'on va appeler la tête du bassin versant. En bas, ce sera l'exutoire. Les impacts en gestion de l'eau, ça va toujours de l'amont vers l'aval. Donc le petit, si vous confondez les deux termes, l'amont pour la montagne, c'est en haut. L'aval, la vallée, ce sera en bas. Au point de vue hydrologie,
Donc là, ça parle certainement à beaucoup, là, qui ont fait des études en foresterie, certainement des choses que vous avez dû voir. La pluie, ça produit du ruissellement, de l'évapotranspiration et du stockage. Les seuls facteurs sur lesquels l'humain peut jouer pour gérer l'eau de pluie, ce sera le ruissellement et le stockage. On peut minimiser le ruissellement, on peut augmenter le stockage, mais on ne pourra pas diminuer la quantité de pluie qui tombe. Et on peut influencer l'évapotranspiration en bûchant beaucoup, mais comme je vous disais, je ne rentre pas dans l'itinéraire technique. Je suis désolé si vous entendez mon cœur battre dans ma voix, c'est le stress. Les problématiques en milieu forestier vont être exactement les mêmes qu'en milieu agricole ou en milieu urbain. Souvent, c'est l'imperméabilisation et le drainage qui ont un impact en fait sur le temps de concentration. Le temps de concentration étant le temps que met une goutte quand elle tombe au sol à rejoindre l'exutoire. Et plus ce temps-là est long, moins on sera susceptible d'avoir des inondations. Plus ce temps est court, plus on aura des débits élevés et plus on sera susceptible d'avoir des inondations. L'impact, c'est que si le temps de concentration est trop élevé, on maximise pas la recharge des nappes et on augmente les débits de pointe. Et en augmentant les débits de pointe, on génère de l'apport sédimentaire, qui est un problème aussi pour vous. En hydraulique, le débit, c'est la vitesse par la surface mouillée. Là, je ne vous parle pas des cours d'eau, je vais vous parler des fossés, qui fonctionnent comme un cours d'eau au niveau de l'hydraulique. L'aménagement du territoire du bassin versant aura directement un impact sur les milieux hydriques et humides du bassin. Les têtes de bassin en pente vont avoir des vitesses d'eau plus élevées et donc des réponses plus rapides. L'augmentation des débits morphogènes et leur fréquence, sur le principe que si vous apportez plus d'eau pour une même pluie, les débits vont augmenter. Donc pour une pluie de 10 ans, votre débit sera plus conséquent, les dommages au cours d'eau seront plus conséquents, et leurs fréquences, en fait, vont être augmentées. Parce qu'à la moindre pluie, la réaction sera rapide. Les impacts, c'est de l'érosion, de la sédimentation accrue dans les cours d'eau, donc problématique pour vous, le surdimensionnement des ouvrages et les inondations. Plus concrètement, votre activité, vous êtes ce qu'on appelle un acteur de l'eau sur notre bassin versant. Ça, c'est le territoire couvert par la FSQ. Hormis la zone Montérégie, centre du Québec, ce que je vais vous parler peut concerner toute la partie ici. Là, on s'aperçoit que en vert, c'est le milieu forestier privé. En orange, les terres publiques, en milieu forestier. Ça recouvre une très grosse partie du territoire. Sur le territoire où je travaille moi, la superficie, c'est 6695 km² pour mon bassin versant. La couverture forestière, c'est à peu près 70%. Les forêts privées, c'est environ 86% de ce 4650 km². Donc pour arriver à peu près à 4000 km² sur mon territoire. Le territoire de la Chaudière. Vous êtes l'acteur de l'eau qui a la plus grande emprise foncière sur mon territoire. Donc, si on vous laissait faire, comment dire, comme au Far West en fait, sans règlement, sans rien, l'impact de votre activité serait tout bonnement énorme.
sur le bassin. Le fait d'être encadré limite l'impact que vous avez sur le territoire. Et maintenant, la foresterie, c'est aussi des chemins. Et en fait, c'est surtout ça qu'on va prendre en exemple maintenant. Comme je vous disais, je suis pas forestier, je vous dirai pas comment faire votre travail, mais il y a une chose que vous avez tous en commun, c'est les voies de communication. Vous avez tous des chemins sur vos terres. Les chemins, selon la littérature, c'est entre 800 mètres et 1,6 km par kilomètre carré. Le transport sédimentaire généré par ces mêmes chemins, c'est 10 à 26 tonnes par an, par kilomètre, en direction des cours d'eau. Les pics de crue, sur un bassin connecté, donc quand on parle d'un bassin connecté, c'est les fossés qui se jettent dans le cours d'eau, on est à peu près à une augmentation des pics de crue de 15 à 40%. Sur un bassin partiellement connecté, donc là on parle de moins de 20% des fossés du territoire connectés au cours d'eau directement, on est entre 5 et 15% d'augmentation. Pardon, des débits de points. C'est énorme. Pour le cours d'eau, en tête de bassin, c'est énorme. 40%, c'est quasiment une moitié de cours d'eau en plus sur la tête de bassin. Donc, le problème qui se crée en tête de bassin, il va aller jusqu'en bas. Comme je vous disais, l'impact, c'est toujours de l'amont vers l'aval. Donc, on va causer des problématiques. 40%, entre guillemets, l'augmentation de 40% va générer plus de problématiques sur notre réseau. Ça pourrait être insultant, mais sachez que c'est rien comparé au milieu urbain, qui lui peut augmenter de 500 à 600% facilement le débit d'un cours d'eau. Donc 5 à 15%, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer attendre de la foresterie. C'est faisable, c'est réalisable. Le 40%, je vous dirais que celui-là, il est avec les connaissances qu'on a actuellement sur comment pallier à ça et les problématiques que ça génère quand on n'intervient pas, c'est inexcusable. Donc on est rarement à 40%. C'est la pire situation. Mais ce qu'il faut comprendre, enfin moi, ce que je comprends, ma vision des choses, c'est que la foresterie, c'est de la sylviculture, c'est de l'agriculture en forêt, c'est pas de la conservation de milieux naturels. Donc on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Par contre, les œufs, on peut les valoriser. On n'est pas obligé de les jeter aux poubelles pour que ça finisse aussi d'enfouissement. On peut s'en servir dans un pot de fleurs ou dans le jardin pour une utilité. Et donc en fait, c'est cette vision-là qu'il faudra avoir avec la gestion des eaux de pluie. Vous êtes obligé de gérer la gestion des eaux de pluie pour vos activités. Par contre, vous n'êtes pas obligé de générer un maximum de dégâts, de problématiques liées à la gestion des eaux de pluie. Ça, c'est quand je regardais un petit peu le secteur forestier, en fait, tout les impacts et les relations en fait qu'il peut avoir via sa présence, alors pas forcément négative ou positive, hein, les impacts, c'est l'un ou l'autre. Je vous prends l'exemple, par exemple, les bandes riveraines. Les bandes riveraines, moi personnellement, je préfère que ce soit un forestier qui occupe le territoire qu'un résidentiel. Parce que le résidentiel a une bande riveraine obligatoire de 10 à 15 mètres, alors qu'un forestier, si je me trompe pas, c'est 20, 30 mètres et plus. Ça dépend de la réglementation, bon. Mais c'est plus que 15 mètres. Ça dépend. Mais vous le savez, en milieu résidentiel, les bandes riveraines, ça ressemble à du gazon, à quelques arbustes, quelques arbres.
mais c'est loin d'être naturel. En milieu forestier, c'est ce qui se rapprochera le plus du monde riverain naturel. Donc moi, ma préférence va à l'occupation du sol par les forestiers plus que par l'urbanisme. Donc quand je vous dis les impacts, oui, vous avez un impact, mais vous n'êtes pas les pires. Donc ça reste un impact positif pour moi, la foresterie au niveau de la bande riveraine. Parce que vos activités ont moins d'impact sur la bande riveraine que l'agriculture ou l'urbanisme. Donc, on peut faire le tour vite fait. On va commencer par l'hydrologie. On augmente les débits de pointe. On augmente les débits d'étillage. On les diminue plutôt. On peut avoir un impact sur la recharge des nappes, sur le temps de concentration. On peut avoir un impact sur la turbidité, sur les matières en suspension, la température des ruisseaux, l'apport de nutriments, les coûts changeants pour la potabilisation. Le transport sédimentaire, au niveau des sédiments et formes, donc colmatage des radiers, des frayères, l'envasement de vos ponceaux par exemple, la stabilité des berges, qui est remise en question, donc de l'érosion. Malheureusement, on développe souvent les chemins dans les fonds de vallée parce que c'est là où c'est le plus plat. Souvent, on en retrouve à côté des cours d'eau. Un cours d'eau, c'est un espace de liberté. Le fait d'augmenter les débits de pointe, vous allez augmenter sa capacité de déplacement. Donc votre chemin sera plus vite mis en péril. Les connectivités latérales. Au niveau de l'écologie, la franchissabilité, donc la connexion écologique dans les cours d'eau. Un ponceau peut facilement nuire à la remontée de poissons. Un seuil peut facilement nuire à la descente des sédiments. L'intégrité des habitats aquatiques et riverains. Le réseau de zones humides, donc tout à l'heure on en parlait. Je pense que c'est la plus grosse contrainte pour vous en forêt, au niveau de l'eau. Les fonctions du castor. La viabilité des routes dépend des ponceaux, l'inondation en fond de vallée, le drainage agricole. Donc là, le drainage agricole, c'est pas chez vous, mais si la foresterie génère énormément de sédiments, l'agriculture est souvent en zone de plaine, donc en zone à faible courant, ou du moins moins de courant, des zones qui vont sédimenter, qui vont faire relever le fond du cours d'eau, et qui vont arriver au niveau des drains agricoles. Donc ça vous concerne pas, mais c'est le genre d'impact que la foresterie peut générer en aval. L'eau potable, donc si l'eau est plus turbine, ça va demander plus de flocculants, plus de coagulants, donc une facture plus élevée, des changements de fil plus réguliers, plus d'énergie. Pardon. Donc tout ça, on le retrouve dans les taxes. Donc c'est pas le forestier qui paye, c'est la communauté. Quand le forestier fait attention, la communauté paye moins cher. Les services municipaux et sécurité civile, donc les nettoyages post-crue, les routes fermées, parce qu'il y a un ponceau à sauter. La compaction au niveau des sols et productions sur vos terres, la compaction, l'ornirage, vous avez un impact, ça génère un impact. L'humidité du sol, donc s'il n'y a pas de recharge, s'il y a des problématiques de recharge de nappe, la zone peut être amenée à connaître des stress hydriques qu'elle ne connaissait pas avant. L'érosion des talus et des chemins. Au niveau des usages, la pêche, la chasse, la baignade, le canotage, chose que je pense que l'industrie forestière, en fait, permet beaucoup plus, parce que je pense qu'on a plus ouvert de chemin en forêt pour les forestiers que pour les chasseurs ou pêcheurs qui profitent des chemins forestiers. Donc, le fait que vous occupiez la forêt permet à des citoyens d'accéder à des zones de chasse et de pêche qu'ils n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'accéder. Climat et résilience,
donc le stockage de carbone, l'atténuation des extrêmes, les îlots de fraîcheur et paysagers. Donc, ça, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous montrer que le propriétaire boisé, s'il fait des efforts, il va avoir énormément d'impact positif sur la zone forestière et sur la zone agricole et la zone urbaine en aval. Puis, s'il fait pas d'efforts, en fait, la facture peut être franchement salée au final. Comment on s'y prend? Ben, il n'y a pas de recette, toute faite. Il y a juste une approche avec 3 stratégies qui sont stocker, répartir et ralentir. Le stockage, on parle de l'infiltration dans le sol, on parle des milieux humides, on parle de la création de bassins de rétention. La répartition, c'est diffuser l'eau le plus possible, le plus souvent possible. Sur un fossé, plus il y aura de sorties latérales au fossé, moins il y aura de problématiques tout au long du fossé, et moins il y aura d'eau à la fin du fossé, proche du cours d'eau, pour aller directement dans le milieu naturel. Et ça limite énormément les coûts d'entretien et l'impact sur l'environnement. Le ralentissement, c'est le temps de concentration qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est chercher à avoir des zones de stockage avec des débits de fuite pour que la pluie qui tombe en haut du territoire prenne le plus de temps à arriver en bas dans la vallée. Parce que si toutes les eaux arrivent en même temps, on a des débits, des volumes d'eau énormes, et on se retrouve avec des inondations en fond de vallée. Donc les 6 prioritaires, c'est minimiser l'apport sédimentaire vers le milieu naturel, réduire les volumes d'eau vers les cours d'eau, et augmenter le temps de concentration. Minimiser les apports sédimentaires. Alors sur quoi on va agir? Là, comme je vous disais, on parle juste des voies de communication, pas de l'itinéraire technique et pas des milieux naturels. Les chemins, les fossés, les ornières, le sol à nu. Les chemins, c'est le premier producteur de sédiments au niveau des voies de communication. En fait, l'entretien, la recharge des chemins, c'est l'équivalent de ce qui est parti vers le milieu naturel. Donc, chez vous, si vous avez un chemin forestier et que tous les 5 ans, vous faites venir 2-3 10 roues, ben ce 2-3 10 roues, c'est un volume qui est parti vers le milieu naturel, que vous remplacez. Donc au niveau des chemins, comment on agit? On agit avec des barres d'eau. Donc c'est des barres qui traversent les chemins et qui permettent de couper la vitesse de l'eau, l'écoulement de l'eau, sur les pentes de chemin. Et ça permet de diffuser latéralement et régulièrement. Les cassures de pente, on essaye de longer les courbes de niveau, on évite les milieux humides. J'ai bien évité. Les fossés, on les élargit au maximum. En fait, en foresterie, vous n'êtes pas forcément pris avec l'emprise foncière, donc vous avez de la place, ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à élargir vos fossés, quitte à, je vous donne un exemple, faire 5 mètres de large un fossé et planter une rangée d'arbres dedans. Vous ne perdez pas d'espace de culture, mais c'est une zone qui va permettre la gestion de l'eau, la retenue des sédiments et maximiser le temps de concentration. Diffuser le plus souvent possible. Alors pourquoi? Parce que quand vous diffusez le plus souvent possible, c'est des petits volumes d'eau dans des zones assez petites, plutôt que d'attendre que tout soit cumulé et là d'avoir une masse d'eau énorme à gérer et un bassin qui peut ressembler à une piscine olympique, ça dépend du territoire, mais qui deviendrait absolument ridicule en bas de vallée. Végétaliser les fossés, les bords, mais le fond aussi. Le fond, en végétalisant le fond, on crée de la rugosité, on favorise la sédimentation dans le fossé. Donc le fossé reste quand même un endroit
où vous avez le droit d'intervenir sans demander au ministère. Donc c'est plus intelligent de sédimenter dans le fossé que dans le cours d'eau, parce que si ça sédimente dans le cours d'eau, ça peut facilement sédimenter dans les ponceaux, et là vous êtes pris avec un entretien, et possiblement une demande au ministère. Les seuils dans les fossés, les bassins de rétention et la déconnexion des fossés. Pardon, la déconnexion des fossés. Les ornières, on évite les milieux humides, mais quand on n'a pas le choix, on y va. Et ce qu'on peut faire, c'est se créer un chemin sur le milieu humide, en accès temporaire, avec un ajout de bois pour la solidité du fond, et de la matière organique type paille ou copeaux de bois, mais qui vont une matière organique spongieuse, sur lesquelles en fait qui vont avoir un minimum de portance et en fait réguler l'humidité de surface. Les sols à nu, ben, l'ajout de matière organique, feuilles, paille, et où l'hydro-ensemencement. Ici là, on voit ça c'est un type de talus qu'on voit très très souvent en milieu forestier. Des talus en fait où la première épaisseur végétale est partie, puis on est sur du sol à nu, en pente, brute, sur des faibles hauteurs. Ici, semer à la main, c'est pas la peine. C'est les premières pluies vont quasiment tout faire tomber dans le fossé, puis ça va partir avec. L'hydro-ensemencement, en fait, va vous permettre de coller ça au talus. C'est la seule technique qui permet en fait de végétaliser ce genre de talus. Réduire les volumes d'eau vers les cours d'eau. Alors, pour vous, l'impact, c'est surtout la diminution du dimensionnement de vos ouvrages de traverse. Plus les débits vont être élevés, plus vos ponceaux vont devoir être gros. Et aussi, plus vous avez de risques que vos ponceaux partent avec l'augmentation des pics de crue. Donc, c'est un gain assez direct pour le forestier. On agit dans les fossés, donc on élargit toujours pour stocker un maximum d'eau. On diffuse le plus souvent pour stocker un petit peu partout, plus qu'à un seul endroit. On met des seuils, parce que les seuils génèrent un effet barrage en amont du seuil, donc une rétention. Les bassins de rétention, destinés uniquement à retenir l'eau, et une déconnexion des fossés, qui limite l'apport d'eau dans le milieu naturel. On vise aussi les points bas, donc les bassins de rétention, qu'on met en bas, on évite de les mettre en haut, et l'ajout de bois mort et de matière organique spongieuse. Parce que c'est des éponges. Donc si vous avez des zones problématiques où l'eau se dirige, par exemple on arrive de voir ça là, mais en pente, on a des fois des cours d'eau intermittents qui se forment, puis qui peuvent avoir 1 mètre ou 2 mètres de haut. Là, mettez en premier les gros morceaux, en deuxième les branches, puis en troisième les feuilles, et colmatez au maximum. Ça vous évitera de perdre votre sol, ça vous évitera de créer une rivière sauvage interminable sur votre terre qui peut vous amener des surprises parce que on ne contrôle pas la direction. Les milieux humides, donc on privilégie le drainage vers les milieux humides, parce qu'un milieu humide, c'est équipé pour gérer un surplus d'eau, c'est équipé pour diffuser un surplus d'eau. Donc, si on peut, on dirige vers les milieux humides, on évite de drainer les milieux humides pour apporter trop de volume dans le réseau hydrique. Augmenter le temps de concentration. Là, on va agir, donc là, pour vous, c'est surtout les ruptures d'infrastructures, de ponceaux, grosso modo, mais même de chemins, tout court. Le fait de baisser le temps de concentration, comme je vous disais, c'est une réponse rapide.
Donc dès qu'il pleut, le cours d'eau se remplit à des hauteurs beaucoup plus hautes que le naturel. Et quand il arrête de pleuvoir, le niveau redescend aussi très vite, ce qui génère un phénomène d'aspiration de l'eau qui est contenue dans le sol latéral quand le niveau baisse. Quand le niveau baisse plus lentement, on a moins cet effet-là. Donc, toujours intervenir dans les fossés avec exactement les mêmes interventions. Les points bas, on revient à la même chose. Les milieux humides, on revient à la même chose. Donc, si je veux résumer, ici on a à peu près toutes les choses que vous pouvez faire en milieu forestier pour minimiser l'impact des chemins sur votre... pour minimiser l'impact de l'eau de pluie sur le secteur forestier, mais aussi chez les voisins en bas. Donc, ici, on a la barre d'eau. Ici, on a la cassure de pente. Donc, à chaque cassure, en fait, on a une diffusion latérale qui se fait. Ici, c'est ce chemin-là. C'est ce chemin-là qui a été travaillé avec du bois dans le fond et un genre de mulch de copeaux de bois et matière organique spongieuse qui a été tapée sur le dessus. Donc, on fait pas ça à grandeur du chemin à travers la terre, mais si on a une zone humide où on a un chemin, plutôt que d'avoir des ornières et des contacts directs avec le cours d'eau, ben ça c'est une approche possible. Les seuils dans les fossés, donc là c'est un seuil en bois qui permet la filtration des fins, des particules fines, et quand vous voulez intervenir avec l'eau, il vaut mieux travailler dans le sens de l'eau que perpendiculaire à l'eau. L'eau ici, il y aura beaucoup moins de résistance et beaucoup plus de surface pour l'action, pour la sédimentation. Le travail des branches qui sont couchées dans le sens du cours d'eau font beaucoup plus d'effet que les roches ici, au niveau de la filtration. Ça, c'est une noue en milieu forestier parc, plus que forestier production. Mais comme vous voyez, on a un fond très large, végétalisé. Et quand on veut entretenir, on vient juste retirer ce qu'il y a au fond ici, on touche pas au bord. Ici, vous pouvez avoir des zones où si votre fossé il monte de 1 mètre, ça gêne en rien votre chemin, ça gêne en rien votre forêt, ça gêne en rien. Donc ici, on peut mettre des seuils avec surverse pour permettre en fait un stockage d'eau en amont des seuils. Ici, on a un bassin de sédimentation qui fait aussi trappe à sédiments. Donc un petit quart d'heure de pelle mécanique, puis c'est fait. Ici, on voit pas très bien, mais c'est un chemin québécois, chemin forestier québécois. Bien, la surface est saine, et sur les bords, on a 2 zones de filtre. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'hydro-ensemencement pour les bords de chemin avec talus raides. Le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Vous êtes des forestiers, votre objectif, c'est de rentabiliser votre activité, qu'elle soit profitable. Et dans ce sens-là, je vous affirme que ce soit en milieu forestier ou que ce soit en milieu agricole ou en milieu urbain, la gestion durable des eaux de pluie permet un retour sur investissement rapide. C'est le seul, le seul secteur en gestion de l'eau qui a un retour sur investissement aussi rapide. Donc là, pour
l'exercice de calcul qui vient. L'hypothèse, c'est 1,2 km de chemin, donc une petite moyenne de la fourchette de tout à l'heure, au kilomètre carré. Donc sur 10 km carrés, 12 km de chemin, 12 ponceaux, 1 au kilomètre, une activité sans gestion durable des eaux de pluie, une activité avec gestion durable des eaux de pluie, comprenant la déconnexion des barres d'eau, des sorties latérales, la végétalisation, donc l'hydro-ensemencement, et sur les 12 ponceaux, 4 ponceaux sur la coche. Là, le CAPEX, c'est l'investissement qu'on va avoir à faire une fois. Les achats, grosso modo. Donc, quand on est sans GDEP, ben on fait aucun achat. C'est zéro. Avec GDEP, on atteint à peu près 68 000 $. Là, pour les opérations, c'est là où ça change. Sans GDEP, les réparations, l'entretien des ponceaux, l'entretien du chemin, on estime à peu près à 6 000 $ par an. Avec GDEP, on coupe de moitié. Les défaillances de ponceaux, rupture de ponceaux, voire de chemin, sans GDEP, les risques sont beaucoup plus grands qu'avec GDEP. Donc là, on a une différence au niveau des infrastructures assez importante. Le temps et la logistique, sans GDEP, on est à 3600, 1200. Ça, par exemple, c'est un aléa, mais quand un ponceau saute, le temps de le réparer, ça peut amener beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas accès, parce que c'est un tronçon principal qui vous emmène un petit peu partout, si c'est lui qui saute, ça va générer beaucoup plus de problèmes. L'entretien, donc les décharges en herbe et tout, on n'a rien à faire quand on n'a pas de GDEP, on estime à peu près à 2 000 $. Donc, pour les opérations annuelles, on est à 4 800 par an quand on fait rien au niveau de la gestion durable des eaux de pluie. On est à 14 600 quand on fait de la GDEP. On a à peu près une différence de 20 000 $ par an. Donc, sur l'investissement initial, ça prend à peu près 3,4 ans pour rembourser l'investissement initial fait en GDEP. Et après, le 3,4 ans, c'est que du bénéfice. Ce 3,4 ans, quand on a des années pluvieuses ou des événements intenses, le retour sur investissement, la période de retour sur investissement est beaucoup plus courte. Donc, pour conclure, le secteur forestier privé, c'est l'emprise foncière la plus importante sur mon bassin versant, sur celui de la Bécancour, sur celui de la Haie-de-Chemin, sur pas mal les gros bassins versants, sur pas mal les gros bassins versants qu'on a vus tout à l'heure. Donc vous êtes un joueur important. Et vous êtes aussi situé en tête de bassin. Donc vous êtes les premiers à avoir un impact sur le milieu hydrique. Pardon. Vous avez vu que vous avez beaucoup d'interrelations et d'impacts, positifs ou négatifs, sur le territoire. Pour la gestion des eaux de pluie, c'est une approche très simple. Comme vous avez vu, c'est plus du bon sens que de l'ingénierie. Trouver des zones de sortie d'eau pour la diffuser. Vous êtes capable de voir ça seul sans avoir besoin d'un biologiste, d'un ingénieur ou autre. Vous avez vu que des petits gestes créent des grands impacts. Tout à l'heure, on a vu que on était entre, si ma mémoire est bonne, 6 et 16 tonnes d'apport sédimentaire dans les cours d'eau. Donc, bien gérer ça, c'est 16 tonnes de moins par kilomètre dans un cours d'eau, ça reste appréciable. Et comme je vous disais, en environnement, la gestion des eaux de pluie, c'est quasiment le seul exercice qui vous rapportera autant d'argent, au final. Voilà.
Bon, merci, M. Leblond. Si je mets mon chapeau de producteur forestier, j'ai adoré votre présentation parce que vous avez présenté en relief l'impact que chaque propriétaire forestier a sur une foresterie, puis aussi des solutions qui peuvent être applicables pour assumer notre responsabilité de propriétaire forestier. C'est extrêmement bien. On a avantage à publiciser ou à partager vos connaissances à l'ensemble de notre territoire. Merci.